Recoucou et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange en ce 17 juillet 2020. Donc je vous avais promis de revenir vers vous en ce qui concerne d'un rituel que j'ai et je vais vous faire la démonstration au niveau des oracles, des cartes, etc., des tarots. Donc pour tout vous expliquer, c'est une purification, c'est un rituel que je fais depuis un petit moment, que ce soit de petits oracles, grands oracles ou autres. Donc là, je vais vous faire la démonstration avec l'oracle de la triade. Donc bien sûr, je les ai déjà purifiés, mais je vais encore les purifier, ça fera pas de mal. Donc quand on reçoit un jeu, d'accord, à savoir, voilà, je prends l'exemple l'oracle de la triade. Voilà, on sort les cartes, comme ceci. Et puis, il y a plusieurs façons de procéder. Donc j'allume donc de l'encens, de la sauge blanche. Donc il y a d'autres méthodes, d'autres façons, hein. Et je vais vous montrer comment je fonctionne. Alors j'allume donc tout ça, etc. Euh, Afin de vous expliquer que quand vous recevez un jeu de cartes, bien sûr, il est passé entre les mains donc, de plusieurs personnes et on y essaie leur énergie. D'accord. Donc la logique des choses veut que l'on purifie donc ces jeux de cartes afin de retirer l'énergie des autres personnes qui ont touché donc à ces cartes. Voilà ce que c'est passé par des mains de plusieurs personnes. Donc je prends la carte comme ceci et je passe comme ceci. Voilà. Hop. Donc je sais pas si on voit bien la fumée. Voilà, je passe d'un côté, je fais de l'autre. Voilà. Voilà, ça demande aussi un peu de patience. Et puis y mettre, comme je dis toujours, ses bonnes intentions. Voilà. Après, chaque personne fait comme il l'entend. Voilà. Il n'y a pas de problème. Chacun a sa façon de procéder. Je l'ai toujours fait ainsi, même avec cette toute petite carte artisanale que j'ai dessinée comme ce qui me parlait. Voilà. Et j'ai toujours fait comme ceci. Donc on purifie d'un côté, on purifie de l'autre. Et voilà. Après, il y a des personnes qui ne le font pas. Et comme je fonctionne aussi ainsi quand je reçois ou que je vais dans des boutiques spécialisées pour acheter donc des pierres, en ce qui concerne aussi la lithothérapie, et bien c'est pareil, quand je touche la pierre, il y a des personnes qui touchent les pierres, donc je passe un petit filet d'eau, la pierre sous un petit filet d'eau, et puis voilà. Voilà, juste comme ça, on peut le faire plus lentement, on peut le faire plus vite. Voilà. Afin de nettoyer, de retirer les énergies d'autres personnes qui ont touché donc à ces cartes. Alors pour certains jeux, je fais comme ceci. Et puis je les place, après c'est mon petit rituel, hein, propre à moi-même. Je les place contre mon cœur et je porte toutes mes belles intentions. Voilà. Donc chacun procède à sa façon. Il y a des personnes qui le font, d'autres qui ne le font pas. Donc on peut le faire aussi avec la sauge blanche, on peut le faire avec, je sais plus comment ça s'appelle, ce qui est en bois d'ailleurs, je vais l'acheter. Donc je ne dis pas le nom pour pas dire de bêtises. Des petits morceaux de bois comme ça, qu'on le met dans une coquille Saint-Jacques, que l'on allume et qui fume. Voilà.
Donc je ne sais pas si je vais pas toutes les faire, de toute façon ça leur fera pas de mal. Donc c'est pas une obligation de le faire, mais comme je vous le dis, je sais que c'est passé par, comme je parle souvent des énergies, nous sommes énergie. Donc même si vous achetez par exemple des bijoux, pas forcément dans une boutique de bijouterie, etc. Si vous achetez des bijoux que l'on vend comme ceci, eh bien faites attention, essayez de bien les nettoyer, les purifier pour retirer les énergies des personnes qui ont justement, comment dire, porté ce bijou, hein, que ce soit pendentif, bracelet, surtout bague, etc. On y laisse les énergies. Donc il y a des personnes qui peuvent avoir des bonnes énergies et d'autres personnes qui peuvent avoir des mauvaises énergies et que ce n'est pas forcément leur faute. Comme je dis tout le temps, tout est énergie. Donc j'arrive bientôt à la fin. Donc un petit rituel tout simple qui ne demande pas beaucoup de temps. Donc vous pouvez laisser des commentaires si vous pensez, si vous adhérez ou pas. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, donc voilà. Vous le faites comme vous le sentez, si vous voulez passer une fois, deux fois, vite, moins vite. Et nous arrivons à la fin. L'arme. Voilà. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester avec moi pour vous lire le 3e chapitre, à qui s'intéresse l'art du calme intérieur, un livre de sagesse qui nous ramène à l'essentiel. Donc pour les personnes à qui ça a plu et éventuellement qui veulent savoir la suite, j'ai mis mon marque-page ici. Donc au chapitre 3, c'est le soi égoïque. Donc vous faites comme vous le sentez, si vous voulez rester, je vous y invite et je vais commencer. Alors, le mental cherche constamment non seulement de quoi réfléchir, mais de quoi alimenter son identité, son sentiment de soi. C'est ainsi que l'ego naît et se crée continuellement. En pensant ou en vous référant à vous-même, par l'emploi du entre guillemets je, vous désignez habituellement entre guillemets moi et mon histoire. C'est le entre guillemets je de vos préférences et de vos aversions, de vos peurs et de vos désirs, le je qui n'est jamais longtemps satisfait, ce sentiment d'identité construit par le mental et conditionné par le passé cherche à accomplir dans l'avenir. Voyez-vous combien ce je est fugace, une formation temporaire semblable à celle des vagues à la surface de l'eau. Qui voit cela? Qui est attentif au caractère fugace de votre forme physique et psychologique? Je le suis. C'est le je profond qui n'a rien à voir avec le passé ou l'avenir. Que restera-t-il de toute la peur, de tout et de tout, donc les désirs associés à votre condition de vie problématique qui accapare chaque jour la majeure partie de votre attention?
un tiret de quelques centimètres entre votre date de naissance et celle de votre décès. Sur votre pierre tombale, excusez-moi de parler ça, c'est ce qui est écrit dans le livre. Pour le soi égotique, c'est une pensée déprimante pour vous et elle est, libératrice. Lorsque chaque pensée absorbe votre attention, c'est que vous vous identifiez à la voix dans votre tête. La pensée devient alors investie d'un sentiment de soi, c'est l'ego, c'est-à-dire un soi créé par le mental. Ce soi de construction mentale se sent incomplet et précaire. C'est pourquoi que la peur et le désir sont ces émotions et ces forces motivantes prédominantes. Lorsque vous reconnaissez dans votre tête une voix qui prétend être vous et ne cesse de parler, vous vous éveillez de votre identification inconsciente au flux de la pensée. En remarquant cette voix, vous vous apercevez que vous n'êtes pas le penseur, mais la conscience. Savoir que l'on est la conscience derrière la voix, c'est être libre. Et ça redevient flou. Le soi égoïque est toujours engagé dans la quête. Il cherche à acquérir davantage pour se donner l'impression d'être plus complet. Cela explique l'inquiétude compulsive de l'ego quant à l'avenir. Chaque fois que vous prenez conscience de vivre pour l'instant prochain, vous voilà déjà sorti de ce schéma du mental égoïque. Et surgit aussitôt la possibilité d'un choix, celui d'accorder toute votre attention à cet instant. Une intelligence beaucoup plus grande que le mental égoïque pénètre alors dans votre vie. En vivant selon l'ego, vous réduisez toujours l'instant présent à un moyen. Vous vivez pour l'avenir et lorsque vous atteignez vos buts, ils ne vous satisfont pas, du moins pas longtemps. Et lorsque vous accordez plus d'attention à ce que vous êtes en train de faire qu'au résultat final, et comptez, vous interrompez le vieux conditionnement égoïque. Votre action devient alors non seulement beaucoup plus efficace, mais infiniment plus épanouissante et joyeuse. Presque tout ego renferme au moins un élément de ce que l'on pourrait appeler l'identité de victime. Certaines personnes ont d'elles-mêmes une image de victime tellement forte que celle-ci devient le noyau central de leur ego. Le ressentiment et les griefs forment une part essentielle de leur sentiment de soi. Même si vos griefs sont complètement justifiés, vous vous êtes construit une identité comparable à une prison dont les barreaux sont constitués de formes pensées. Voyez ce que vous êtes en train de vous faire, ou plutôt ce que votre mental est en train de vous faire. Sentez votre attachement émotionnel à l'égard de votre récit de victime et prenez conscience de votre tendance compulsive à y penser ou à en parler. Soyez présent en tant que témoin de votre état intérieur. Vous n'avez rien à faire. Avec la conscience vient la transformation et la libération. Les plaintes et les réactivités sont les schémas mentaux par lesquels l'ego se renforce le plus volontiers. Chez bien des gens, l'activité mentale et émotionnelle consiste largement à se plaindre et à réagir à ceci ou à cela. Ce faisant, ils donnent tort aux autres ou à une condition et raison à eux-mêmes. En se donnant raison, on se sent supérieur et en sentant supérieur ou en se sentant supérieur, on renforce son sentiment de soi. En réalité, bien sûr, on ne fait que renforcer l'illusion de l'ego. Pouvez-vous observer ces tendances en vous et reconnaître pour ce qu'elle est la voix qui se plaint dans votre tête? Le sentiment de soi égoïque a besoin de conflit, car son sentiment de séparation tire sa force de la lutte, en démontrant que ceci est moi.
mais que cela n'est pas moi. Il n'est pas rare que des tribus, des nations et des religions renforcent leur sentiment d'identité collective au moyen d'ennemis. Que serait le croyant sans l'incroyant? Très bonne question. Dans vos rapports avec les gens, décelez-vous en vous-même de subtils sentiments de supériorité ou d'infériorité à leur égard. Vous voilà en face de l'ego qui vit de comparaison. Et oui, beaucoup de comparaison. L'envie est sous-produit de l'ego, qui se sent diminué si quelque chose de bon arrive à un autre ou si quelqu'un a plus de bien, de connaissances ou de capacités. L'identité de l'ego, qui dépend de la comparaison, se nourrit du fait d'avoir plus. Il peut s'accrocher à n'importe quoi. Si tout le reste échoue, on peut renforcer un sentiment de soi fictif en s'estimant traité injustement par la vie, ou plus malade qu'un autre. Quelles sont les histoires, les fictions dont vous tirez votre sentiment de soi? La structure même du soi égoïque comporte un besoin d'opposition, de résistance et d'exclusion destiné à maintenir le sentiment de séparation dont dépend sa survie. C'est donc moi contre l'autre, nous contre eux. L'ego a besoin d'un conflit avec quelque chose ou quelqu'un. Cela explique pourquoi qu'on recherche la paix, la joie et l'amour sans pouvoir les tolérer très longtemps. On prétend vouloir le bonheur, mais on est accroché au malheur. En définitive, votre malheur ne vient pas de votre condition de vie, mais du conditionnement de votre esprit. Entretenez-vous des sentiments de culpabilité à propos d'une chose que vous avez faite ou non dans le passé? Une chose est sûre, vous avez agi en fonction de votre conscience ou plutôt inconscience de l'époque. Une plus grande conscience vous aurait permis d'agir différemment. La culpabilité est un autre exemple des efforts de l'ego en vue de créer une identité, un sentiment de soi. Que ce dernier soit positif ou négatif importe peu à l'ego. Ce que vous avez fait ou non était une manifestation de la conscience, l'inconscience humaine. Mais l'ego la personnalise en disant j'ai fait cela et vous en retenez une mauvaise image mentale de vous. Tout au long de l'histoire, les humains se sont mutuellement infligés d'innombrables actes de violence, cruels et blessants, et continuent ainsi. Faut-il les condamner? Sont-ils tous coupables? Ou ces gestes sont-ils de simples expressions de l'inconscience, un stade de l'évolution que nous sommes amenés à dépasser? Les paroles de Jésus, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, s'appliquent aussi à vous-même. Si vous vous fixez des buts égoïques afin de vous libérer, de vous améliorer ou d'accroître votre sentiment d'importance, même si vous les atteignez, ils ne vous satisferont pas. Établissez des buts, mais sachez qu'ils n'ont pas tellement d'importance. Lorsque tout résulte de la présence, cela signifie que ce moment n'est pas un moment, n'est pas un simple moyen, que le geste en soi comble chaque instant. Vous n'êtes plus en train de réduire le présent à un moyen, c'est-à-dire à la conscience égoïque. Sans le soi, pas de problème, dit le maître bouddhiste. Lorsqu'on lui demanda d'expliquer la signification profonde du bouddhisme, et c'est terminé. Et là, c'est porter son attention au présent, ce n'est pas nier ce qui est nécessaire, c'est reconnaître l'essentiel. Et j'insiste, c'est reconnaître l'essentiel. Donc ce sera le chapitre 4, le présent. Donc si vous avez aimé, je reviendrai vers vous pour vous faire partager le chapitre 4. Porter son attention au présent, ce n'est pas nier ce qui est nécessaire, c'est reconnaître l'essentiel. Donc voici, je mets le marque-page à sa place
et je vais vous souhaiter là, pour de bon, une très bonne soirée. Donc si vous avez aimé, mettez un petit pouce, ça me ferait plaisir. Et puis pour les personnes qui ne me connaissent pas, si vous voulez vous abonner à cette chaîne, eh bien écoutez, vous êtes les bienvenus. Je vous fais des bisous, pardon, et je vous dis à très très bientôt. Et bisous bisous.